Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Salut à toi mon bon Ker, tu as manqué à cette chaîne. Sache que les personnes vraiment en masse se sont réunies. Il y a eu vraiment des mouvements de foule. Il y a eu plein de gens qui étaient vraiment en manifestation partout en France. Je suis pas à l'actualité, donc moi j'ai assumé que c'était parce que tu avais manqué aux Français et que du coup ils voulaient en masse que tu viennes. J'ai même vu que voilà les poubelles à Paris n'étaient plus. Enfin, les gens ont dit j'arrête de travailler, Tanker ne revient pas. Et je pense que là, ça y est, tu peux l'annoncer. Tu n'es plus malade, tu es de retour et ça va sans doute. Oui. Le pays va pouvoir repartir. J'en parlerai un tout. Je dirai un mot là-dessus après. Mais je voulais te dire, alors je suis pas cadré du tout. C'est normal, t'as perdu l'habitude. C'est comme ça, quand ça fait des années qu'on n'a pas fait de vidéo, on est toujours un petit peu roulé. Non. Tu sais, mon pote, mon ami, mon frère, mon capitaine, mon roi, mon petit bichon, mon dude, mon bro, mes salutations les plus distinguées. Voilà, je tenais à te le dire. Tu vas me demander un prêt, c'est ça ? Non, pas du tout. Très content de vous retrouver, mais ceci dit, on s'était déjà retrouvés, parce qu'en fait j'ai été absent la semaine, il y a eu un record depuis. Je me permets de préciser que si les gens sont vraiment pas habitués à ce que Ker soit poli avec moi, il est plutôt en permanence à essayer de me rabaisser, etc. Et en fait. C'est parce que tout simplement, j'ai la deuxième plaque YouTube des 100 000 abonnés qui est à côté et Ker veut à tout prix que je lui donne et moi je veux à tout prix qu'il vienne ici pour qu'on fasse un record ensemble et mais ça veut dire qu'il doit prendre comme ça son tracteur, faire des jours de voiture en plus avec du coup demander le permis pour engin du coup volumineux, donc c'est vraiment une aventure de se balader avec sa bétaillère. Ker, est-ce que tu avais des news ? Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on parle comme ça avant je voulais juste de vie, mais voilà, c'est si pas tu ça permets la news, en fait. juste quelques secondes pour vous dire un mot. Donc j'ai eu le Covid pour la troisième fois qui m'a fait mal, pas autant bien heureusement d'ailleurs que d'autres personnes qui l'ont eu bien pire que moi. Et il y a une personne sur Twitter très intelligemment qui a voulu prendre de mes nouvelles. C'est très sympa, il m'a envoyé un long message et il a dit qu'il regrettait qu'aujourd'hui on ne parle pas notamment de ce qui est Covid long, etc. Alors moi je me suis posé la question si entre mon deuxième et troisième Covid il n'y avait pas eu ça, parce que j'ai eu une période de grande fatigue. Et alors je vais pas rentrer dans le débat scientifique et tout ça, enfin peu m'importe, le Covid est là et moi je voulais juste avoir un mot, une pensée pour ceux qui en souffrent encore aujourd'hui et qui de Covid long, de perte de proches, qui en ont perdu, qui sont malades là actuellement et qui regardent notre vidéo pour se changer les idées. Voilà, une pensée pour vous. Et oui, mon cher Greg, j'ai des news. Et je on va me permets par juste news, de dire que quand j'ai demandé à Ker si ce troisième Covid lui avait fait mal et on était en visio, il m'a dit j'ai mal ici, j'ai mal, mon cœur est meurtri. Non, c'est pas fini d'ailleurs, hein. Donc voilà, j'espère que je serai au top dans cette vidéo. Petit point pognon pour commencer, bien évidemment, avec la grosse news qui fait plaisir à tout le monde du côté de la Warner. C'est que Shazam 3 n'aura pas lieu, puisque visiblement Shazam 2 n'intéresse personne. Le film sorti il y a 2 semaines aux États-Unis fait un énorme bid aux US, 45 millions de dollars récoltés sur ces 2 premières semaines. C'est simple, c'est l'équivalent de ce qu'a fait Wonder Woman 1984, alors que Wonder Woman 1984 était sorti simultanément sur HBO Max en période Covid. C'est pour vous dire vraiment que c'est le méga giga flop. Si vous regardez le seul film d'ici vraiment important qui est sorti et qui a fait moins que Shazam 2, c'est Catwoman avec Halle Berry. C'est pour vous dire que là vraiment c'est le fond. Et d'ailleurs il y a la critique du film sur la chaîne, si vous voulez aller la regarder, ça nous fera plaisir. Au niveau mondial, c'est 100 millions de dollars. Vous allez me dire c'est beaucoup. Oui, dans votre poche, sur votre PEL. Je crois que les PEL sont limités, il y a un plafond. Je crois que tu peux pas mettre 100 millions de dollars. Enfin, peu importe, j'ai pas 100 millions de dollars. C'est effectivement vraiment le point pognon, hein. On est sur le pourcentage de PEL.
Toujours est-il que c'est vraiment, vraiment pas bon. Et que, en fait, alors le problème de Shazam, c'est qu'il est sorti entre deux films qui marchent très fort. Donc, c'est-à-dire donc des films qui sont sortis avant, qui étaient Scream 6, qui est le meilleur démarrage de la franchise. Dans la précédente vidéo, tu avais dit est-ce que c'est pas un effet de Jenna Ortega dans les commentaires. Moi, j'avais dit non. Dans les commentaires, tout le monde m'a dit mais Kerr, enfin, tu es une autruche. Tu dis n'importe quoi. Alors, est-ce que déjà, les autruches disent n'importe quoi? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi, je pense et je continue d'affirmer qu'il y a peut-être un petit effet Jenna Ortega, mais il faut vraiment, vraiment ne pas s'enflammer là-dessus. Les effets acteurs-actrices aussi puissants sur un film sont pas si importants que ça. Et aux États-Unis, en fait, ils expliquent surtout que le succès de Scream 6, c'est les spécialistes de box-office qui disent ça. Mais après, voilà, le succès de Scream 6 est surtout lié au contexte. C'est-à-dire que là, actuellement, il y avait deux gros films qui étaient censés exploser. Enfin, surtout un gros film qui était censé tout exploser, qui était Quantum Mania. Et à côté de ça, on a Scream 6 qui arrive. Et comme Quantum Mania est une déception et qu'il y a de la place pour le public, et Scream 6 du coup a connu un beau succès mérité. Peut-être qu'il y a un effet de Jenna Ortega, mais à mon sens il faut pas y voir la raison principale de ce succès. Et Creed 3 c'est la même chose. Creed 3, plus gros démarrage d'un film Creed. Creed 3 aux US c'est 140 millions déjà, et Scream 6 c'est 90 millions, donc c'est vraiment des beaux résultats. Et puis alors le pas de bol de Shazam, c'est qu'il sort une semaine avant John Wick 4 qui alors, vraiment s'est assis dessus. Et premier, oui, déjà Shazam a perdu 69% de spectateurs entre son premier et son deuxième week-end. Et bien évidemment à cause de John Wick, mais John Wick a commencé avec 73 millions de dollars. Bien évidemment à cause du bouche-oreille. Oui. Oui, non, mais bien évidemment. Ça, il y a de très très mauvaises critiques sur Shazam. En parlant de très mauvaises critiques, vous pourrez trouver une très mauvaise critique de Shazam. Au sens propre comme au figuré, d'ailleurs. C'est ça on préfère être honnête. Sur la chaîne. Donc John Wick qui signe le meilleur démarrage de la franchise John Wick, ce qui donne plein d'idées aux créateurs de la franchise John Wick, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Petit point sur le box-office français, avant de parler un peu de trucs un petit peu chelou qui a été dit récemment. John Wick démarre bien en France, mais c'est pas non plus un raz-de-marée. Scream 6 est proche du million d'entrées. Creed 2 est à 2 millions 2, donc Creed 2 est vraiment dessus. Alibi.com 2 c'est 4 millions, c'est le plus gros succès de la show. Quant à Astérix, il est même plus dans le classement. Alors attendez, je vais aller chercher plus loin. Astérix qui non, j'ai plus les chiffres, mais il est à moins de 5 millions d'entrées, ce qui est une déception. On en a parlé, on va pas en parler chaque semaine, juste quand même un petit peu, parce que il y a deux personnes qui ont pris qui ont déclaré des choses que j'ai trouvées étonnantes sur le box-office. Le premier, c'est Zachary Levi, alias Shazam, qui a dit fièrement qu'il était préférable d'aller voir Shazam 2 que John Wick 4, parce que Shazam c'était un film familial et John Wick 4 c'était un film pas familial. Alors, quand John Wick est en train de te rouler dessus, je pense que le meilleur moyen c'est de pas aller l'attaquer. Je vois pas l'intérêt d'aller attaquer le film concurrent. C'est pas du tout ce qui va donner envie au public d'aller voir ton film plutôt que John Wick 4. Donc à part passer pour un aigri, pour moi ça n'a fait que ça. Et l'autre personne qui a pris la parole, c'est Gilles Lelouch, qui joue Obélix dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Accessoirement, gros coup de gueule de Gilles Lelouch contre les critiques, alors que globalement quasiment toutes les critiques sont d'accord pour dire que le seul qui s'en sort vraiment dans ce film, c'est Gilles Lelouch. Et il a dit une phrase complètement lunaire. Il a dit: la véhémence des gens sur le film m'a beaucoup étonné, la violence de l'accueil qu'il a reçu m'a semblé inouïe, c'est un peu le drame de l'époque. Alors, la violence de l'accueil qu'il a reçu m'a semblé inouïe. Si le film est mauvais pour les gens, ils ont le droit de le dire, c'est tout. Et c'est un peu le drame de l'époque. Je pense, monsieur Lelouch, qu'il y a plus grand drame,
actuellement que les critiques à l'encontre d'Astérix et Obélix. Je pense que nous avons encore le droit de donner notre avis sur un film et que ça n'est pas le drame de l'époque. Les propos ont été tenus dans le Figaro le 29 mars et il continue en disant tous les films sont attaquables. J'entends les raisons pour lesquelles le film ne plaît pas, ok, mais les attaques personnelles sur un film familial, ça n'a rien d'un brûlot qui n'a pas d'autre prétention que divertir le plus grand nombre. Ok, mais divertir, soit. Mais que ce soit qualitatif. On a le droit de divertir avec un film de qualité. Il y a des gens qui trouvent que ce Astérix tout à fait potable. Soit. Moi, d'ailleurs, sur la chaîne, on n'a pas critiqué le film, puisque moi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai juste analysé le box-office et le fait que c'était un échec, puis aussi la communication de Guillaume Canet. Mais non, Gilles Lelouch, je parlais pas. Bon point, ouais, je te l'accorde. Mais oui, il y a eu des critiques très virulentes sur le film, et notamment sur toutes les vannes sur Guillaume Canet, mais Guillaume Canet les a un peu cherchées. Il a fait la promo du film absolument partout. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à un sketch hilarant sur une chaîne YouTube, je ne sais pas si tu connais, sur Cult & Click. Vraiment, le mec qui mimait Guillaume Canet à côté de lui et qui lui donnait un saucisson. C'était très drôle et je vous invite à la regarder. Cette vidéo, c'est une vidéo news. À toi, mon cher Greg, j'ai fini pour le box-office. Je vois même pas de quoi tu parles en vrai. Du coup... Mais si, quand on avait fait croire que j'avais dit c'est une vidéo news garantie sans Guillaume Canet, et t'avais dit ah mais excuse-moi Guillaume, bah oui tu peux partir, mais oui tu peux prendre le saucisson et tout. Tu te rappelles même pas des meilleurs moments. C'est vraiment et c'était le meilleur moment. Le reste de la vidéo était acheté, mais c'est vrai que ce moment-là dont je me souvenais pas était exceptionnel. Du coup, on enchaîne sur les news. Alors, à 92 ans, et pour assez régulièrement, quand on commence cette phrase avec à 92 ans, souvent on vous dit que la personne est décédée. Là, c'est pas le cas. C'est Clint Eastwood qui, à 92 ans, a annoncé son nouveau film. Il est pas à la retraite. Et vraiment, chapeau à lui, il est dans l'air du temps. Les 43 annuités, lui vraiment, il s'en fout, mais avec une puissance. Tu sais qu'il a réalisé son premier film. Enfants, tu sais. Il a réalisé son premier film en 71. La carrière de son fils, elle est comme ci, comme ça, et il préfère continuer pour cotiser pour lui. C'est vrai. C'est vrai que la carrière de Scott Eastwood du coup, fais la news sur lui, parce que je sais que tu avais envie d'en parler. Ben non, vas-y. Alors, c'est son 40e film, du coup, à 92 ans. Et alors, Clint Eastwood qui a enchaîné des échecs, notamment son dernier film. Et là, en fait, il va faire... mais t'es rude en plus parce que je t'avais mis un truc en anglais. Alors, du coup, là, en anglais, tu me prends... vas-y, dis-moi le pitch de son nouveau film, mon cher Greg. Et du coup, le pitch de son futur film... accessoirement, Kern en coulisses m'a dit c'est son dernier film. Mais oui, c'est son dernier, il l'a dit. Mais on ne sait pas. Si, il l'a dit. Non, mais Clint Eastwood, il a dit c'est It's my last film. Oui. Mais parce que même lui, il n'y croit plus. Là, il se dit à 92 ans, jusqu'où je vais réussir à tenir. Mais on croit en toi. Du coup, quel est le pitch, puisque après tout, il est temps que cette news ait un sens. Donc, c'est un juré qui, lors d'un procès, se découvre qu'en fait, c'est lui qui a causé la mort de la victime. Et va-t-il donc manipuler le jury pour qu'il ne soit jamais inquiété, ou va-t-il dire la vérité? Le mystère reste entier. Et si vous voulez voir la suite, eh bien, allez voir ce film qui sera tourné, un de ces quatre. Attends, j'ai pas compris. Le mystère reste d'entier? Oui, c'est pas parce qu'il a 92 ans qu'il dit Eastwood. Très bien. Continuons avec les films. Eh bien, il y a le nouveau film de David Cronenberg qui avait été annoncé avec Léa Seydoux, qui avait participé au film précédent, donc Les Crimes du futur, et elle ne sera en fait pas de la partie pour le prochain film de David Cronenberg. C'est Vincent Cassel et Diane Kruger qui vont participer à ce film d'ailleurs qui avait beaucoup plu à la Micaire. Du coup, Les Crimes du futur. Alors très très étrange. Film très étrange, mais assez envoûtant, je trouve. Donc voilà. Et alors, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui se disent on voit une main passer et qui écrit. Alors, je tiens juste à préciser, ça n'est pas la chose. D'accord ? C'est vraiment, il y a un bras et un être humain au bout de la main. Oui, c'est pas une IA, en fait, la personne qui fait la réalisation. Non, mais c'est pas la chose de la famille Adams.
Et donc, non, c'est pas la main, c'est pas la chose, c'est oncle fétide. Du coup, j'espère que tu m'en voudras pas trop. C'est Tata fétide. Et bah vas-y, continue. Je vais pas faire toutes mes news d'affilée. C'est à ton tour, mon cher. Alors moi, je voulais faire un mea culpa. Parce que dans une précédente vidéo, j'ai fait plein de jeux de mots sur Jeremy Renner et son accident de chasse-neige. J'avais dit notamment que il allait faire le spin-off de La Reine des Neiges, donc Jeremy Renner des Neiges. Bref, on s'était beaucoup amusé là-dessus, comme on aime bien rire. Tu t'étais beaucoup amusé là-dessus. Oui, et en fait, il y avait eu des centaines de commentaires de personnes outrées. Alors c'est pas vrai du tout, mais juste en fait cette semaine j'ai lu pas mal de. Il y a une association qui a été montée contre toi, qui s'appelle l'association Chasse-Neige, qui pour tagline dit chasser les mauvaises blagues de vos vidéos YouTube plutôt que de les envoyer sur Jeremy Renner. Donc vraiment, on envoie plein de flocons à cette association pour la soutenir. Non mais j'ai les boules, hein. Après avoir fait autant de blagues, voilà. Mais alors le truc c'est qu'en fait cette semaine j'ai lu pas mal de choses sur Jeremy Renner et là, en fait en lisant ces news, il y avait 15 je ans me sur suis cette dit photo, je pense. Ouais. Daniel, elle nous met que des photos d'acteurs. On sait pas si c'est quand ils sont ados, quand ils sont. Ouais. Et Clint Eastwood avait 16 ans sur la photo, en fait, par exemple. C'était pareil pour Jenna Ortega. C'était une photo. Si elle est postulée pour être, tu sais, barmaid dans une série Disney Channel. C'est pas du tout pour. Enfin bref, excusez-moi. Donc je disais juste sur Jeremy Renner que cette semaine il y a eu pas mal de news à son sujet que j'ai lu et je me suis rendu compte que j'avais le droit de rire de tout ça bien évidemment, mais que quand même il avait vécu un sale truc et que je faisais un peu mon mea culpa, et notamment sur le fait qu'il a remarché pour la première fois ces derniers jours depuis son accident qui a eu lieu quand même il y a quelques mois maintenant, et avant Noël ou juste après Noël. Et il est attendu sur une avant-première là, très prochainement, un événement presse, donc on devrait le revoir en public. Et alors le truc aussi qui alors là par contre j'ai trouvé un peu too much, c'est qu'il y a son premier interview sur ABC et ils ont fait une bande-annonce avec une voix off incroyable en mode Jeremy Renner parle pour la première fois. C'est sûr que c'est incroyable parce qu'il est intubé. Ouais. Ça fait la voix off de Darth Vader. Mais non. On a dit qu'on faisait le mea culpa sur Jeremy Renner. On aime beaucoup Jeremy Renner. Oui, en plus, c'est ce que je me suis dit, c'est un de mes acteurs préférés du MCU. Et voilà. Je fais une autre news qui va parler à beaucoup de monde et qui concerne House of the Dragon. Il y a eu pas mal d'infos qui sont sorties récemment et notamment une qui va pas faire plaisir. Donc il y en a deux qui vont pas faire plaisir. D'abord la série, la saison 2 est attendue pour l'été 2024, donc tu vas falloir être patient. Mais ça bon, j'ai envie de dire on le savait. Le truc qui est un peu plus étonnant, c'est que la saison 2 sera plus courte que la saison 1, 8 épisodes au lieu de 10, et qu'en fait ils ont redécoupé cette saison 2 et qu'ils ont notamment décidé de mettre une bataille majeure de la saison 2 dans la saison 3. Donc voilà, et pour l'instant il y a un débat entre les deux créateurs de la série, donc il y a Kongol et puis il y a notamment j'ai probablement massacré son nom, et Gregre Martin, pour savoir combien de temps va durer la série. Et là pour l'instant ça discute entre 3 et 4 saisons, c'est pas arrêté du tout. La saison 3 par contre est déjà particulièrement planifié, validé par HBO, donc c'est bien parti pour la saison 3, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera la dernière? On ne sait pas. Est-ce que ce sera une série en 4 saisons? On ne sait pas non plus. On rappelle quand même qu'il y a quelques mois, avant la sortie de House of the Dragon, Martin avait dit que lui il verrait bien 5 saisons parce que c'était pour lui l'occasion rêvée de pouvoir creuser un petit peu ce qu'il n'avait pas pu faire sur GOT, puisqu'il avait été, on le rappelle, mis à l'écart. Alors, il n'a pas dit 5 saisons, je confonds. Comme il avait été mis à l'écart de GOT après la saison 5,
il avait dit que pour lui, dans House of the Dragon, il y avait moyen de faire beaucoup plus long qu'attendu, parce qu'il voulait rajouter des éléments qu'il n'avait pas pu mettre dans la série Game of Thrones. Donc voilà pour House of the Dragon, été 2024, saison 2 plus courte. À toi, mon cher Greg. Eh bien, merci mon cher Kerr. Le truc, c'est que je vais juste réagir à ta news. En fait, ce qui est clair, c'est que, et on va en parler dans quelques instants, HBO a besoin de succès, a besoin de moteurs comme les House of the Dragon. Et je pense ils ont Shazam 2. Ils ont Shazam 2, c'est vrai, mon cher Kerr. Mais le truc, c'est que je pense que, même si tu es, sans avoir vu le film, son plus grand défenseur, je pense définitivement que House of the Dragon est un plus gros moteur. Et du coup, une fois qu'on dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que eux, ils vont avoir envie d'essayer de le faire continuer pendant 5 saisons, 6 saisons, 10 saisons, jusqu'à ce que les autres spin-offs démarrent. Et si les autres spin-offs sont de la même force que House of the Dragon ? Il y a un truc qui a clairement fait comprendre HBO et notamment le big boss de HBO, c'est que c'est vraiment les créateurs de House of the Dragon qui prendront la décision. Comme le créateur de Succession, qui est un énorme succès sur HBO Max, et notamment un énorme succès critique, la saison 4, actuellement la dernière de la série, est un énorme succès et surtout un énorme succès critique. C'est la dernière et je pense qu'HBO n'avait aucune envie que Succession s'arrête là. Et d'ailleurs, petite anecdote sur Succession, apparemment les acteurs n'étaient pas au courant qu'ils tournaient la dernière saison. Donc voilà. Vas-y, continue mon cher gars. Fais notre news, tiens. Allez. Moi, je vais justement réagir par rapport à HBO pour faire une toute petite news. C'est pour vous dire que HBO Max et Discovery vont fusionner avec Discovery Plus aux États-Unis. Il y aura une annonce le 12 avril, donc j'espère vraiment que cette vidéo sera sortie avant. Et du coup, c'est le 12 avril que va être présentée cette nouvelle plateforme. Moi, je suis très curieux de voir ce qui va se passer parce que pour l'instant, ça a l'air d'être un peu le bordel. Il n'y a qu'à voir en France. HBO, gros concurrent d'Amazon Prime, partout dans le monde. En France, c'est sur Amazon Prime qu'une majorité du contenu du coup de la Warner est diffusé. Ce qui, à mon avis... D'ailleurs, petite question aux gens qui regardent la vidéo. Êtes-vous séduit par le pass Warner sur Prime Video ? Si vous l'avez pris, qu'en pensez-vous ? Et si vous ne comptez pas le prendre, pourquoi ? Voilà, juste comme ça pour nous dire un peu qu'on ait une vision de vos avis un petit peu. Et je rajoute un truc, il y avait les tables rondes de Hollywood Reporter d'il y a 4 ou 5 ans, où il y avait le patron de HBO qui parlait au patron de Netflix, où ils étaient en train de parler de leur politique à l'avenir, etc. Et le patron d'HBO s'est foutu de la gueule sur le plateau du patron de Netflix en disant « Ah, mais en France, vous êtes diffusé en France alors que House of Cards est en exclusivité sur Canal+. » Et du coup, moi, j'étais surpris qu'il parle de la France. Mais vraiment, il se foutait de sa gueule. Et là, c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer. Enfin bref. Du coup, puisqu'on parle de foutage de gueule, il y a en ce moment, il y a beaucoup, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas guéri de cette maladie, eh bien, en fait, il y a de fortes chances que vous soyez spoilé de plein de films et plein de séries, puisqu'il y a il y a vraiment une recrudescence en ce moment énorme de personnes, alors de paparazzi ou des gens qui ne sont pas des paparazzi, donc ça fait beaucoup de pas dans une phrase, qui vont sur les tournages pour prendre des photos ou des vidéos pour montrer ce qui s'y passe. Il y a eu des moments donc, qui ont un petit peu donné des indications sur le plateau de Loki. Alors, vous allez me dire, c'est habituel. Il y a même sur Game of Thrones, il y avait des gros leaks qui apparaissaient puisque le tournage était pris d'assaut de paparazzi. Mais là, les gens vont carrément à l'intérieur en fait, des sécurités qui sont mises pour où ils filment carrément les gens. Et du coup, sur Joker 2, il y a des photos, il y a plein de photos qui commencent à apparaître de Lady Gaga. Il y a des personnes qui ont carrément annoncé, enfin qui ont montré des moments où en fait il y avait des chansons en disant, et ne sachant même pas si c'était une chanson qui était dans le film ou si c'était juste les acteurs qui le fredonnaient. Donc c'est un petit peu chelou. Idem pour Captain America avec des images d'Harrison Ford sur le plateau. Et du coup, c'est des images qui donc pop sur les
sur les timelines des réseaux sociaux, faites attention parce que effectivement, vous avez peut-être pas envie d'être spoilé de tout ça et vraiment ce phénomène s'intensifie puisque c'est des images qui sont très achetées, très partagées. Donc évidemment, faites attention. Justement, puisqu'on parle de Harrison Ford, je me permets de placer que Liv Tyler, donc du coup, a bien confirmé qu'elle reprenait son rôle de Betty Ross, donc la fille de Thaddeus Ross qu'elle avait eu dans le premier Hulk, qui était à l'époque avec Edward Norton. Et donc là, il y a eu un recast pour Thaddeus, mais pas pour Liv Tyler, qui donc reviendra et qui, je le rappelle, a été l'amoureuse de Hulk. De Hulk, ouais. De Mark Ruffalo. Alors du coup, est-ce que Mark Ruffalo reviendra dans le film? On ne sait pas pour l'instant. Si elle le regarde en disant tu n'as vraiment jamais changé, c'est Harrison Ford justement. Ce serait marrant. C'est énorme, ça serait énorme. T'as pas changé. C'est vrai que ça serait très très drôle qu'ils le fassent dans le film. Ils sont capables en plus. Et donc c'est Harrison Ford qui joue Thaddeus Ross dans le film. À moi, mon cher Greg, je vais vous parler de The X-Files parce qu'il y a eu une info qui n'a rien de définitif qui est sorti récemment. Pourquoi est-ce que je dis rien de définitif? C'est qu'énormément d'articles de presse ont dit reboot de The X-Files en route. C'est faux. C'est pas du tout un reboot qui est en route. C'est une discussion actuellement, une idée comme ça qui est en train de germer autour de The X-Files pour alors, justement un reboot, mais il n'est pas du tout en chantier. Et qui serait entre les mains de Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther et de Creed. Discussion entre Ryan Coogler et Vince Carter, qui est le créateur de The X-Files. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas en chantier? C'est qu'il n'y a même pas de plateforme pour l'instant, donc il n'y a rien de lancé pour l'instant. Mais l'info, ça serait qu'il y aurait un nouveau casting dans The X-Files ou dans ce reboot, bien évidemment. Donc plus de Gillian Anderson et plus de David Duchovny. Alors c'est ce que je disais sur Twitter. Moi j'aime bien Ryan Coogler, mais honnêtement The X-Files c'est Mulder et Scully. Alors il y a plein de gens dans la réaction à mon tweet qui ont fait des remarques intéressantes, qui ont dit que si on le voyait sous le prisme de notre monde actuel, ça pouvait être intéressant. C'est vrai, sauf qu'en fait ça a déjà été fait il y a pas longtemps, puisque les dernières saisons de The X-Files n'ont que quelques années, puisque la série avait déjà eu a été relancée pour les 2 dernières saisons, qui était une très décevante, l'autre qui était tellement dans l'autodérision, le second degré, que en fait elle était, moi je trouvais plutôt réussie. Et en fait, je suis étonné qu'ils se relancent dans cette idée de projet autour de The X-Files avec un nouveau casting, puisque l'histoire a déjà montré que ça ne marche pas. Rappelez-vous, il y a eu un casting différent avec Annabelle Wish et Robert Patrick. Qui avait eu une baisse énorme de l'audience aux États-Unis à ce moment-là, puisqu'en fait David Duchovny et Gillian Anderson n'étaient plus dans la série, et d'ailleurs très vite ils les ont fait revenir. Donc ça ne marche pas The X-Files sans Mulder et Scully. Donc voilà, et il y a eu beaucoup de réactions aussi de gens qui disaient sur les réseaux sociaux au moment de l'annonce de ce reboot que The X-Files existait encore aujourd'hui, que c'était la série Evil avec Katja Herbers, actrice que j'adore, et Mike Colter, et Evil, qui est une série que j'apprécie énormément, j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, pour moi n'est pas du tout une série The X-Files. Enfin, ça n'a rien à voir, rien du tout. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'il y ait un parallèle entre ces deux séries. Mais je vous invite chaudement à regarder The X-Files. Autre news, mon cher Greg, sur Hit. Hit 2, vous savez, réalisé par Michael Mann. Oui. Parce que du coup, alors je vais pas parler de Fox Monsieur et de Mulder Scully. Mais le truc, c'est que moi, je voulais justement réagir par rapport aux vieilles séries. Parce que j'ai une news de Jennifer Aniston, justement. Jennifer Aniston a réagi quand elle était en train de parler. Donc, ils sont en train de préparer avec Adam Sandler leur futur collab, enfin, nouveau film. Bah non, qui vient de sortir d'ailleurs le jour où nous enregistrons cette vidéo. Okay. Et qui s'appelle Murder Mystery machin truc là. Murder Mystery. Voilà, exactement. Avec notamment Mélanie Laurent qui a dit que dans le film elle avait le rôle de la française le plus cliché possible. Donc vraiment elle fait la promo du film comme il se doit. Visiblement elle n'a pas du tout aimé
Et donc, le film. Jennifer Aniston disait un truc intéressant lors de la promo. Les gens lui ont posé des questions sur comment les gens prenaient à l'heure actuelle Friends. Et j'ai envie de dire, c'est marrant parce qu'on a fait une vidéo sur ça, c'est Friends 10 ans après, etc. Non, plus, c'est 15 ans ou 20 ans après. Et je crois que c'est 10 ans de la fin ou un truc comme ça. Et au final, le truc, c'est qu'elle a eu des propos que j'ai trouvé assez intéressants. En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes et une nouvelle génération qui trouvent que Friends est offensant. Et en fait, elle dit que la base, donc là, je vous fais que de la traduction de ce qu'elle dit. Elle dit que en gros, la base de l'humour, c'est de se moquer de soi. Et de se moquer dans l'occurrence de Friends, de ses amis, des personnes qui sont autour, et que la problématique, c'est que se moquer de soi, si quelqu'un va se sentir proche de la chose dont ils sont en train de se moquer, peut se sentir offensé, et que c'est compliqué à gérer pour les auteurs, et que c'est pour ça que plus qu'avant, les comédies sont pas validées par les majors de production. À côté de ça, elle dit qu'effectivement, quand on regarde avec les yeux actuels, il y a des blagues de Friends qu'elle considère elle-même comme étant des choses qu'il aurait fallu plus réfléchir, ou juste des choses qu'elle considère qu'à l'époque qui n'étaient pas des problématiques qu'il y avait, mais qui aujourd'hui sont des problématiques qui sont arrivées à ses yeux. Donc, donc j'ai envie de dire, il y a un peu deux éléments. Le premier, c'est assez intéressant ce qu'elle dit sur le fait qu'elle considère, et elle a compris qu'effectivement il y avait des choses dans Friends qui pouvaient être considérées offensantes aujourd'hui, mais en même temps c'est assez intéressant de voir que ils ne savent pas de quoi ils peuvent se moquer proprement ou sans justement blesser des personnes, et donc ne sachant pas trop, ça ralentit le processus d'écriture, ça empêche le processus de validation, et que c'est pour ça qu'il y aurait, de son point de vue, moins de comédies à budget, encore a fortiori, qu'avant. Et j'ai envie de dire, c'est vrai que je regardais dans ma filmographie, dans mes Blu-ray, etc., j'ai beaucoup plus de comédies d'il y a quelques années que maintenant. Et je me suis demandé si c'était moi qui étais moins comédie en ce moment, mais plutôt film d'action, etc. Mais non, en fait, c'est juste qu'il y en a beaucoup moins de produits dans les mêmes dans les mêmes conditions de budget, et c'est assez étonnant. Enfin voilà, bon, je sais pas si ça t'a envie de réagir ou si tu veux juste passer à ta news d'après, mais je trouvais l'analyse de Jennifer Aniston assez intéressante et assez précise dans sa réponse. Elle aurait pu juste dire ah oui, c'est vrai, il y a des trucs aujourd'hui ça passe pas. Elle a été beaucoup plus précise dans sa réponse et son analyse, c'était bien. Moi, je pense que c'est aussi une question de prise de recul. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de prise de recul par rapport à ce genre de comédie. Mais tu sais, il y a un vrai problème de comédie. Je la rejoins, Jennifer. Jen, comme on l'appelait lors des différents repas qu'on a fait avec elle, mon cher Greg. Le truc, c'est que, par exemple, je regarde Abbott Elementary, la série de Disney+, qui a gagné différents prix et qui est considérée actuellement comme la meilleure comédie série sur le format un peu Friends, un peu, enfin pas, c'est très différent de Friends, mais on va dire sur le format sitcom. Et très proche de séries qu'on avait eues récemment, comme Brooklyn Nine-Nine, comme Community, c'est quand même extrêmement en dessous, mais vraiment très très en dessous. Et pourtant, moi, je suis vraiment friand de ce genre de comédie, et j'ai beaucoup de mal à comprendre les différents prix qu'il a pu avoir. C'est très en dessous de Modern Family, c'est très en dessous de Superstore, enfin de plein de comédies qui sont sorties récemment. Donc je rejoins un peu son discours là-dessus. Ouais. Non, t'as raison. Je voulais parler de Heat 2, mon cher Greg, qui est réalisé par Michael Mann, donc qui est la suite de Heat 1. Donc voilà, et juste pour vous dire que Ana de Armas, qui est décidément absolument partout, vient donc de rejoindre le casting. Elle rejoint Al Pacino, Adam Driver, qui lui aussi est partout. Mais vous remarquerez que personne ne se plaint du fait que Ana de Armas et Adam Driver soient partout. Et Austin Butler est également au casting. Austin Butler, c'est l'acteur qui jouait Elvis Presley dans Elvis. Il jouait le chercheur dans Legend of the Seeker.
Oui, exactement. Et il y a une petite anecdote sur Top Gun Maverick et Elvis. C'était qu'en fait, Austin Butler était annoncé, était prévu dans le casting de Top Gun Maverick, et Miles Teller était prévu dans le casting de Elvis. Et en fait, J'ai vu ça, c'est marrant, ouais. Top Gun, ils sont allés chercher Miles Teller, et du coup, Austin Butler a fait le chemin inverse. Et au final, si Miles Teller a eu le succès populaire avec Top Gun Maverick, et Austin Butler a eu le succès critique puisqu'il a gagné de nombreux prix et sa carrière a décollé complètement avec le film Elvis. Voilà, petite anecdote comme ça que vous pourrez glisser au coin du feu avec votre belle-mère. Sinon, maintenant, je vais vous parler de John Wick. Ta belle-mère ? Non, mais votre belle-mère. Je comprendrai jamais les trucs de Picardie là. C'est des. Vous allez vraiment trop. Je vais vous parler de John Wick maintenant. Le 4e épisode est un véritable succès et du coup le 5 est très sérieusement envisagé par Lionsgate qui ont dit nous ne sommes pas prêts à dire au revoir à Keanu et à cette franchise. Bah tu m'étonnes, quand ça rapporte autant de pognon, ça serait dommage de dire au revoir à la franchise John Wick. D'ailleurs accessoirement bien évidemment le John Wick 4 a été dédié à Lance Reddick qui est malheureusement décédé. On en parlait dans la précédente vidéo, mais c'est toujours important de parler de Lance Reddick. Est-ce que John Wick t'intimide, Car ? Qui est John Wick ? Non. Parce que si tu peux remettre du coup le plan... Non, ou quand il y avait Coca, en fait, tu te décadres de plus en plus, on a l'impression qu'il t'intimide et que tu veux te barrer de l'image. Pardon, non, j'ai pas peur de Keanu Reeves. Super acteur, hein, ceci étant dit. Mais là, t'es en train de me perturber. Alors, le premier spin-off de John Wick, c'est Ballerina, et on en a déjà parlé, qui est prévu pour l'été 2024. Et il a officialisé son casting, et au casting, donc on sait que l'héroïne c'est Ana de Armas, qui est décidément partout. Mais il y a également au casting Ian McShane qui était déjà dans les John Wick. Il y a Gabriel Byrne qui arrive dans la saga. Il y a Angelica Huston qui était dans Parabellum. On a Lance Reddick qui sera dans une de ses dernières apparitions à l'écran. D'ailleurs, il y a des hommages, hein, notamment sur Destiny 2 concernant Lance Reddick. Et le gros ajout, c'est Norman Reedus. Norman Reedus qui jouait donc Daryl dans The Walking Dead et qui jouera très prochain, qui aura un point commun d'ailleurs très fort avec John Wick, c'est que la première affiche de sa série The Walking Dead à Paris ressemble énormément à l'affiche de John Wick 4 puisqu'ils sont tous les deux devant la Tour Eiffel. Donc voilà. Et sachez que sur John Wick, alors il y a une autre série qui est prévue sur l'organisation des hôtels. Qui a également une annonce qui a été faite, c'est qu'il y aura un nouveau spin-off à la saga qui va être annoncé courant du mois d'avril. Il pourrait quand même, tu vois, ces Américains, ils ont toujours disent on tourne à Paris, c'est la Tour Eiffel. Et je pense que tout aussi emblématique, il y a, ma chère Danielle, il y a le canapé de l'amour. Et ce canapé de l'amour, on pourrait vraiment imaginer, tu vois, John Wick comme ça, tu vois, avec juste derrière le canapé de Cult & Click. Les gens, ils diraient mais Paris, et tu vois, ils mettraient ta bibliothèque derrière. Les gens diraient oh mon Dieu, ils vont faire aussi la Picardie. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient pas la créativité d'aller chercher comme ça le vraiment glamour. les succès populaires. Parce que ce canapé parle à tout le monde. Mais tu sais que le glamour à la française, à l'international, est illustré par la célèbre série de Netflix Gregory in Paris. Tu le savais ça ? Non, je ne savais pas. Eh ben voilà. Dernière news avant d'en refaire d'autres. Ça c'est pas mal ça. C'est Zendaya qui est en discussion pour interpréter Cléopâtre dans un film qui serait réalisé par Denis Villeneuve. Donc voilà, un film Cléopâtre avec Zendaya et Denis Villeneuve. Sauf qu'en fait le projet avance avec énormément de difficultés. Alors je pense que le projet est déjà absolument pharaonique et des sources on parle d'enfer du développement donc pour le film Cléopâtre, donc qui a déjà eu une version t'es très sûr, célèbre. Kerr, Et ça permettrait à Zendaya de retrouver Denis Villeneuve. Kerr, t'es sûr que tu t'es pas trompé dans ta news? news ? T'es sûr que c'est pas Zendaya qui va retrouver Guillaume Canet plutôt que Denis Villeneuve pour faire Astérix et Cléopâtre ? Non, je crois pas.
Après, non, je crois pas. Non, vraiment. C'est pas mal. J'ai réussi à te mettre le doute, c'est pas mal. Non, tu m'as pas mis le doute. J'ai essayé de faire une vanne en rebondissant sur la réplique d'Edouard Baird. C'est une bonne situation, ça script. D'ailleurs, je vous invite, mais j'ai déjà dit, à regarder l'extrait du talk show de Chabat où il interview Edouard Baird et où il lui demande alors c'est une bonne situation ça acteur et Edouard Baird qui dit oui et qui donc n'embraye pas sur sa célèbre réplique. Je vous invite à regarder ce passage là. C'est très 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 drôle. Edouard Baird et Chabat ensemble, c'est vraiment génial. Voilà, à toi mon cher Greg. Alors, moi de mon côté, je vais vous dire quelques petites news du coup. La première, c'était... Ça tombe bien, c'est une vidéo news. Mais tu vois comme quoi les esprits se rencontrent. On se dit, voilà, on va enregistrer une vidéo, on sait pas trop quel est le sujet, et puis là, tout de suite, on a pensé à la même chose. Tu voulais faire news, je vais faire news. Ok, donc Donjons et Dragons, qui donc va sortir au cinéma dans pas longtemps, et donc c'est sûr de chez sûr qu'il y aura une vidéo sur la chaîne pour vous en parler, a de plus en plus des bonnes critiques, ce qui a tendance à beaucoup surprendre puisque les premiers trailers étaient plutôt alarmants. Et j'aurais juste... Alors, il a 89% sur Rotten Tomatoes. Côté presse. Côté presse, ouais. Donc c'est vraiment très haut. Mais attention, alors on en parlera plus quand on aura vu le film. Mais attention parce qu'en fait les critiques sont très bonnes, mais disent qu'ils sont très surpris du fait que le film soit bien. Ils le décrivent comme un gardien des galaxies, premier du nom, une équipe, un univers nouveau et des gens sympathiques et marrants. Gardien de la galaxie, si vraiment le film est pareil, c'est très sympa, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Mais t'es dur avec les gardiens. Le premier était vraiment excellent. Mais c'est pas un chef-d'œuvre. Enfin, attention, on n'est pas obligé de parler de chef-d'œuvre. C'est autre chose, tu vois. Mais on peut parler de très bons films divertissants. Iron Man 3. Les Gardiens de la Galaxie est très divertissant et fonctionne très bien. Non, mais enfin bref, donc c'est pas Monsieur Smith au Sénat, mais donc en gros le truc c'est que pour revenir à nos moutons, donc on ira le voir évidemment, et en tout cas moi c'est un film qui m'intrigue énormément. Un bordel sur la communication quelques mois avant, des trailers pourris, et là d'un seul coup le film sort et tout le monde a l'air d'être d'accord, donc je suis très très curieux. Autre petite news de notre ami Mark Ruffalo qui expliquait dans une interview au Emerald City Comics, à la Emerald City Comic Con, que en fait les premières versions du scénario qui ont carrément été jusqu'à être tournées de Infinity War. Du coup, Mark Ruffalo nous dit donc dans cette interview que à la fin d'Infinity Wars, il y a le Hulk qui ne veut pas sortir et que dans les derniers moments, Hulk sortait du Hulkbuster et allait fracasser Thanos, et qu'en fait les frères Russo ont préféré que le film termine sur une défaite et faire perdre un Banner leur paraissait plus intéressant que d'avoir une victoire du Hulk. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est une décision qui a donc eu lieu en reshoot et au montage après. Voilà. Donc comme quoi, parfois des plutôt bonnes idées, parce que je pense que c'est une bonne manière de faire avancer son histoire, étaient parfois dans ces fameux reshoots dont on nous parle beaucoup en tout cas quand ils ont lieu après les grosses productions. News plus intéressante. Mais c'est surtout que ça serait incohérent, mon cher Greg. Alors, de mémoire, il me semble que Thanos de la version Endgame a le même nombre de gemmes, voire peut-être même un peu plus que le Thanos qui attaque Hulk au début d'Infinity War. Mais dans Infinity War, il lui met une raclée monumentale. Pourquoi est-ce que dans Endgame, Hulk s'en sortirait mieux ? Parce que c'est le héros. C'est le Captain, c'est le héros, il prend une raclée. Et c'est pour ça qu'ils ont changé l'histoire. Scarlet Witch. Moi, je leur conseille de changer l'histoire. Tu vois, de faire autrement, de pas mettre Hulk. C'est mon avis. Après, s'ils m'écoutent, j'en serais particulièrement flatté. Alors, on enchaîne tout de suite. Donc, il y a Monsieur Frémaux, qui est une des personnes qui est à la tête du Festival de Cannes, a annoncé que il n'y avait pas eu de Netflix au Festival de Cannes depuis la fameuse
été rouge, Ouija. comme on l'appelle du côté de Ouija. chez Netflix, où du coup sur Okja, il n'y avait pas eu de film qui a été présenté. Et en fait, du coup, la news, c'est que ils sont de nouveau ouverts et notamment parce que les plateformes de streaming reviennent, et notamment ils ont annoncé que l'ouverture du Festival de Cannes allait sans doute être faite. Je crois même que c'est officialisé quelques minutes avant qu'on enregistre la vidéo, que donc le futur film de Martin Scorsese, qui s'appelle Killer of the Flower Moon, qui va être donc une diffusion Apple TV, va être diffusé en salle, ce qui va donc lui permettre d'être aussi au Festival de Cannes, ce qui veut dire qu'en gros, Apple accepte de payer tout ou partie de la production, mais que ce soit quand même diffusé au cinéma, ce qui est quand même incroyable. Ce qui m'amène à ma news d'après, c'est que Apple a annoncé, ou en tout cas il y a pas mal de confirmations autour d'un montant qui serait $1 milliard d'investissement supplémentaire sur du contenu autour du coup d'Apple TV+. Et donc ça veut dire beaucoup de contenu pour cette plateforme qui est pour beaucoup considérée qualitativement comme la meilleure. Est-ce que tu veux nous continuer les news sur le Festival de Cannes, mon cher? Moi, je veux juste parler d'Apple TV+. Vraiment, en ce moment, je trouve que la plateforme... Alors, j'ai pas vu toutes les séries, mais quand on voit les séries qui sont présentées, alors actuellement, il y a Ted Lasso, il y a Liaison avec Eva Green et Vincent Cassel, il y a Extrapolation sur le dérèglement climatique avec Meryl Streep, par exemple, quand même, Sienna Miller et compagnie. Il y a Shrinking avec Harrison Ford. Ils viennent de sortir un film sur la création de Tetris avec Taron Egerton. Il y a The Big Door Prize avec l'acteur qui jouait dans The Hit Crowd. Qui a un pitch qui a l'air excellent. Il y a la nouvelle saison de Truth Be Told. Il y a Hello Tomorrow avec Billy Crudup qu'on avait vu dans The Morning Show, qui était déjà une série d'Apple TV, qui est toujours une série d'Apple TV. Tu rajoutes à ça des succès comme Severance, For All Mankind, etc., etc. Tu parles de qualité. On en avait parlé dans la vidéo sur la tier list des plateformes. Donc je répète ce que j'avais dit pour pas que vous pensiez que c'est de la pub. J'aime pas du tout les produits Apple, mais vraiment Apple TV+, moi, m'impressionne par la qualité dans un contexte où, mais on en reparlera dans une autre vidéo, où Disney+ est à la peine pour nous proposer du contenu inédit régulier, où Netflix continue d'être la machine qu'est Netflix, mais sans avoir des séries aussi quali, et Amazon Prime qui est très en retrait par rapport à ce que fait Apple TV en termes de séries de qualité, ou de séries qui, en tout cas, sur le papier, envoient la sauce, quoi. Donc là, leur nouvelle politique ciné, en plus, est en train de séduire tout le monde. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, on met plein de thunes, et on assure des sorties ciné avant de sortir sur Apple TV. Là, par exemple, le film de Scorsese, il sort aux US, il sort après sur Apple TV, mais il n'y a pas de date de sortie sur Apple TV. Alors qu'au ciné, il y a une date de sortie. Donc ça ne veut pas dire que sur Apple TV, il va arriver dès le lendemain de la sortie, de la fin de l'exploitation en salle. Donc là, je pense que Apple a une vraie politique de mastodonte qualitatif sur Apple TV+, qui, très clairement pour eux, est une vitrine. Une vitrine pour vendre des Apple, des iPad, iPhone, etc. Je suis vraiment pas produit Apple. Des MacBook et compagnie. Et c'est, je trouve, très malin de leur part. Parce qu'on a une plateforme qui veut vraiment faire de la quali, là où des plateformes qui veulent vraiment avoir beaucoup d'abonnés nous proposent au final beaucoup de soupe. Et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je voulais en parler. Autre news, mon cher Greg, je vais parler rapidement de Jonathan Majors. Pourquoi rapidement? Parce que c'est difficile de faire un point avec autant de certitude, vu que ça bouge tout le temps, sur la situation de l'acteur qui joue Kang et qui joue notamment dans Creed. Petite info, il a été arrêté, il a été même placé rapidement en garde à vue, dans une procédure pour agression à l'encontre de sa petite amie. Alors on va pas rentrer dans les détails, pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont pas troubles dans cette histoire, mais qui là on est dans l'instruction très clairement. On a notamment l'avocat de Jonathan Majors qui aux dernières nouvelles, c'est la dernière nouvelle de l'affaire, a dévoilé des SMS qu'a envoyé la petite amie de Jonathan Majors, où elle est en train de dire que lui n'est pas responsable et qu'elle est déçue
qu'il soit mis dans l'affaire parce que c'est la procédure obligatoire de mettre en garde à vue la personne en cas d'agression. Bon, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, ça sera jugé, c'est pas à nous de le dire. Si bien évidemment il est reconnu coupable, on aura de la sympathie que pour la victime. Là, pour l'instant, on ne sait pas du tout. Le truc, c'est que il y a quand même un élément qui est troublant dans cette affaire, c'est que dans les premiers jours qui ont suivi l'histoire de Majors, qui a été quand même très médiatisée, il y a des personnes qui ont pris la parole pour dire qu'ils n'étaient pas étonnés que cette info sorte. Alors, ils ont dit quand même qu'ils étaient étonnés par les faits de violence, mais pas dans le caractère extrêmement toxique de Majors, tel que le décrit l'agression. Et en fait, ce sont des personnes qui disent que, sur les tournages et au quotidien, dans la vie privée et la vie professionnelle, c'est quelqu'un de toxique. Il y a même des réalisateurs qui en ont parlé, alors des petits réalisateurs. Et il y a un ancien d'Yale qui a dit qu'à Yale, tout le monde savait que Jonathan Majors était un sociopathe. Voilà. Et alors, si je peux me permettre, déjà de 1, il y a en vrai, pour l'instant, rien qui est confirmé, on le rappelle. Et de 2, si c'est confirmé, admettons que ce soit un sociopathe qui tape des gens. Admettons. Est-ce que nous, en France, on peut pas être la terre d'accueil? On peut pas lui remettre des Césars? Est-ce qu'on peut pas, du coup... mais... oui, non, mais alors, moi, il y a un truc, ce serait drôle. Il y a un truc, moi, quand même, que je veux dire, c'est que au moment de la sortie de la news, il y a plusieurs personnes, j'ai vu, et moi, j'ai eu envie de le faire, notamment, de parler du cas de Marvel face à cette situation. Notamment, il y avait des tweets maladroits qui disaient coup dur pour Marvel. Le coup dur, bien évidemment, c'est si l'agression est avérée, c'est bien évidemment pour la victime. Et là-dessus, il y a rien à dire. Maintenant, si on parle d'un point de vue business, qu'on élargit le débat, en fait, en rigolant, mon cher Greg, je te disais, Marvel a son Ezra Miller. Mais ça peut même être pire que ça, là, avec Majors. Mais le truc, c'est que Marvel, là, est dans une situation très problématique. Parce qu'ils ont bâti la phase 5 et la phase 6 du MCU sur le grand méchant qui est Kang, qui est interprété par Jonathan Majors, qui est en train d'exploser au niveau médiatique. Et je parle pas de l'agression, je parlais d'avant. Qui a fait une entrée très remarquée dans Loki, qui était une série Marvel, qui a eu donc une audience restreinte. Et là, dans Quantum Mania, qui est un film grand public, qui était censé toucher le plus de monde possible, déjà, le box-office n'est pas à la hauteur des attentes, et 2, sans vous spoiler quoi que ce soit, on peut quand même dire que Kang et l'attente autour de Kang déçoit énormément. Donc là, Marvel, ils sont confrontés à un double problème. C'est ils bâtissent la phase 5 et la phase 6 sur un méchant que déjà beaucoup de personnes, et à juste titre, semblent vouloir mettre sur la touche en disant écoute, t'as déjà montré tes limites, merci, au revoir. Et en plus, avec des moments complètement cheap, voire complètement caricaturaux sur la fin de Quantum Mania. Et l'autre problème, c'est que l'acteur, potentiellement, s'il est coupable, ils pourront plus le garder, heureusement. Donc, moi, ma réflexion, sincèrement, mon cher Greg, c'est autour de tout ça, c'est je serai Kevin Feige, je serai Bob Iger. Déjà, la première chose, c'est que je verrai Kevin Feige, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais surtout, je redessinerai en fait la phase 5 et la phase 6, parce qu'il y a encore beaucoup de projets de fin de phase 6 qui sont au début, qui sont en pré-production. Le prochain Avengers est en pré-production, donc il n'est pas trop tard pour Marvel de vraiment. Tu fais trop compliqué pour Bob Iger. Si je peux me permettre, en fait, tu fais trop compliqué. Le principe là, c'est qu'on va avoir des variants de Kang. Oui, mais changer l'acteur marchera pas. On peut changer d'acteur et prendre juste. Et c'est Kang, c'est des variants qui sont différents. Dans la série Loki, il y a je suis pas d'accord avec toi. On voit l'assemblée des Kangs, ça n'est que Jonathan Majors.
dans l'Assemblée des Kangs, ce n'est que Jonathan Majors. Plein de versions de Jonathan Majors. Mais je pense c'est que lui. Puisque si la réalité était qu'il est condamné, machin, je pense que personne ne sera très choqué qu'il soit viré. De dire les films sont en pré-production, mais ils ont les storyboards, les scénarios ont été écrits, les storyboards ont été faits. Ils sont pas finis. C'est des périodes de validation c'est ça que je dis. Extrêmement longues. Si ça c'est reporté et qu'ils ne changent pas la date, ça va être une succession de films de merde. Et ils ont déjà tenté cette stratégie de dire on va faire qu'une phase de merde. Qu'est-ce qui se passe? Bon bah les gens vont plus au cinéma, c'est la merde financière. Mais là ils ont 2 phases qui s'annoncent pas bonnes. Hein. Là ils ont vraiment 2 phases qui commencent très mal avec Quantum Mania, qui va être très compliqué par le cas de Jonathan Majors, qui va être très compliqué par les autres films, parce que moi, je mets un billet sur le fait que The Marvels va être un énorme... Je sais pas, il y a peut-être Ray Donovan qui va arriver et qui va régler un petit peu l'affaire, tu vois. Non, mais il y a une victime dans tout ça, donc présumé, attends, il faut voir... Présumé. Il faut voir, mais peu importe, il faut quand même laisser l'instruction suivre son cours. Et ça, je suis d'accord. mais moi, vraiment, restant sur Marvel, moi, je vraiment, oui, non, mais je sais que tu es d'accord. Je sauterai sur l'occasion pour dire, mais juste, le prétexte de l'affaire Majors pour dire, oulala, en fait, le vrai problème, c'est Quantum Mania. Et tu sais que l'autre problème de Quantum Mania et de l'échec de Quantum Mania, c'est qu'ils ont donné le scénario du prochain Avengers au scénariste de Quantum Mania. Moi, ça me fait flipper. Surtout que le mec est absolument persuadé d'avoir pondu un truc génial avec Ant-Man et que il parle. Et plus il parle du film Kang Dynasty, plus il me donne envie de ne pas aller le voir. C'est incroyable. Donc, moi, Bob Iger, à sa place, je dis, non, on va changer quand même pas mal de choses. Ça se trouve, on va découvrir que lui aussi, voilà. il est au minimum syndical, comme je le disais dans ma news précédente. Mais c'est dans la vidéo précédente, tu as en effet fait un focus sur le salaire des paiement des auteurs, et à quel point en ce moment ils sont sous-payés. Donc faut pas s'attendre à avoir des mecs qui nous pondent des trucs incroyables. Bref, tu voulais terminer ta news ou pas? Ouais, je vais embrayer très vite avec une petite news Marvel vu que je suis sur Marvel, puis après je te redonnerai la main sur Marvel aussi, pour vous parler de Spider-Man et d'un court-métrage qui va arriver sur l'univers donc de Spider-Man Into the Spider-Verse qui s'appelle The Spider Within, qui va être lié à Across the Spider-Verse, donc qui est le prochain, qui est le deuxième film Spider-Man qu'on attend énormément, qui sort cette année. Et ce court-métrage sera présenté en juin au festival donc d'animation d'Annecy. Et dans ce court-métrage, on verra la vie au quotidien de Miles Morales, ses difficultés à gérer tant bien que mal ses études et son côté super-héroïque. Alors c'est des choses qu'on a déjà vues dans les comics et dans les films, mais bon, à la sauce Spider-Man forcément, alors quand je dis Spider-Man, à la sauce Spider-Verse, et je parle bien évidemment du film Spider-Verse et de son immense de l'immense talent de son équipe créative. Moi j'ai envie de voir ça. Mais t'es sûr que c'est pas un truc vraiment pour enfants? Parce que je crois que le titre français c'est Spider-Man, la bébête qui monte. Je croyais que c'était un truc pour les gamins. C'est une blague de parents. Ça c'est vraiment une blague de... Ça c'est vraiment la jokes de papa de chez Jokes de papa, quoi. Alors... Et tu sais qu'à propos de Marvel, avant que j'ai récupéré une super affiche de Mighty Thor, Nathalie Portman. Vraiment magnifique, d'ailleurs je voulais te la montrer. Donc là voilà, et elle est assez grande et tout, et je suis vraiment content de cette affiche. J'ai entendu statue, et du coup je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Affiche. Ok, pas de problème. Non, là ça a du sens, et du coup tu n'as pas perdu l'esprit. Tout est clair. Tout à fait. Et dites dans les commentaires si vous trouvez vraiment que cette affiche vaut le coup et si je la mets là dans le cadre qui est à côté. Attends, cette affiche qu'on n'a pas vue. Ok. Tu sais que c'est le principe de la vanne. À réagir aux idées que Kerr a dans sa tête et aux voix qu'il entend. Ok, donc on enchaîne. Alors, Secret Invasion. Du coup, Secret Invasion, donc c'est annoncé, ça a une date, c'est le 21 juin que va sortir cette très grosse série. En tout cas, c'est ce que Disney Plus essaye de nous dire. Très très grosse série, et il y a eu le reveal du pitch. Il y a eu dans le pitch on a vu du coup les premières images autour de Emilia Clarke,
et de savoir un peu qui elle va être. Le pitch, donc qu'est-ce que c'est? C'est que donc dans Captain Marvel, on voyait le Fury qui disait à des Skrulls qu'il allait leur trouver une planète, un endroit où ils pourraient vivre avec des pâturages d'eau fraîche et des terres. Et en fait, donc on avance dans le temps, on est de nos jours, et le fait qu'il n'ait toujours pas tenu sa promesse, que les Skrulls sont toujours des résidents qui n'ont pas de lieu à eux, eh bien fait qu'ils ont décidé certains ont décidé de devenir un petit peu des terroristes et d'essayer d'être un petit peu dans l'agression. Et visiblement, donc, si je ne me trompe pas, Emilia Clarke va jouer la fille de Talos. Et j'ai cru comprendre que peut-être, attention, ça c'est du peut-être, qu'elle n'était pas forcément gentille. Du coup, le pitch a l'air pas mal. Mine de rien, il a l'air pas mal. C'est un petit peu, encore une fois, j'ai l'impression que c'est les plus gros comics qui vont être adaptés par le tout petit bout de la lorgnière. Je pense qu'on va être très déçu du budget attribué sur Secret Wars, Secret Invasions, qui, on le rappelle, est un des arcs de comics les plus aimés par les fans. Bah, j'ai envie de vous dire, on va voir. Hein. On va voir. Et puisque Kerr n'arrête pas d'enchaîner 40 news pendant que j'en fais 2, je voulais aussi vous dire qu'il y a un truc qui me plaît. Ah zut, tu l'as grillé. C'est Bienvenue à Gataga va avoir son adaptation en série. Alors vous allez me dire, mais c'est incroyable, tout ce qu'on a vu ces 20 dernières années, tout est adapté. Bah, vous avez totalement raison. Il y a pas grand-chose qu'ils adaptent pas. On va voir, oui, le action movie. Enfin, là, ils sont en train de partir pour adapter tout. Ils vont peut-être faire un truc genre Casimir versus Godzilla, les combats de dinosaures. Enfin, on va voir vraiment toutes les adaptations, je suppose. Toi aussi, tu craques. Casimir vs Godzilla. Et on a vu Crazy, quand ça va sortir au cinéma, un ours qui prenait de la coke. Non, alors, je vais te dire, Casimir qui affronte Godzilla, c'est possible. Quand vous serez au cinéma, dans la salle, quelques secondes avant le début de Casimir vs Godzilla, dans quelques années, vous direz, les mecs et les dames, c'est dans Cult & Click en 2023, donc il y a 20 ans, qu'ils en ont parlé la première fois. Alors, et du coup, cette série, elle va être adaptée par le créateur de Homeland, par les créateurs de Homeland, donc Gansa et Gordon, et ce sera diffusé avec Showtime. Alors, c'est pas le commissaire Gordon, je précise. Tout à fait, qui est un personnage fictif et qui du coup ne peut pas créer des séries dans notre monde réel. Mon cher Kerr, c'est à toi. Tu m'as pris de court et je vais vous parler maintenant de Joaquin Phoenix. Et d'ailleurs, je vais faire un lien avec Joaquin Phoenix, vous verrez, c'est le talent. Joaquin Phoenix, donc, qui vient de sortir, ou qui va sortir, Beau is Afraid, donc le film d'Ari Aster qui a notamment pondu Hérédité, et un film que moi j'ai absolument adoré, qui est Midsommar avec Florence Pugh. Figurez-vous qu'après Beau is Afraid, qui a apparemment des critiques tout à fait fameuses, Joaquin Phoenix va retourner avec Ari Aster pour un western cette fois. Donc voilà, un western avec Joaquin Phoenix pendu par Ari Aster, ça fait rêver. Et rappelez-vous, Joaquin Phoenix a joué dans Gladiator, et il y a Gladiator 2 qui est en production. On vous avait dit que Paul Mescal allait jouer donc le neveu de Commode alias Buffet. Cette blague m'avait fait énormément rire, et vous aussi. Et en fait, il y a un autre acteur qui est actuellement en négociation pour incarner le méchant du film. C'est Barry Keoghan, qui était Drug dans les, je sais plus si c'est comme ça son nom, dans Eternals, et qui depuis a eu notamment un prix pour le film dont j'ai oublié le nom là, tu sais, des mecs qui ont fait le bon baiser de Bruges. Bref, Barry Keoghan a sa carrière qui est en train d'exploser, et à l'époque d'Eternals, vous pourrez regarder la critique sur la chaîne, on avait dit tout le bien qu'on pensait de cet acteur, que tout le monde qualifiait, pour le resituer, de sosie de Squeezie, de Sardoche, de sosie de Sardoche. Et là maintenant, je trouve que c'est Sardoche qui est le sosie de Barry Keoghan. Voilà mon cher Greg, à toi.
Bah écoute, moi, j'ai plus de news là. Moi, j'étais. Là, on a fait une vidéo qui dure. Attends, je regarde le timer là sous la vidéo. On a fait largement l'heure là. Hein. Bon, après, Daniel, elle va sans doute supprimer toutes nos vannes pourries, donc la vidéo fera peut-être 10 minutes. Mais moi, je me suis préparé à manger. Hein. J'ai des chèvres chauds et tout. Je crois que c'est fini. Et moi, j'ai une dernière news quand même, mon cher Greg. Il y a Matt Damon en interview qui a confirmé que Oppenheimer, le film de Christopher Nolan qui sort cet été, va bien durer 3 heures. Voilà, avec Cillian Murphy dans le rôle d'Oppenheimer. Voilà. Bah écoute, je te laisse le mot de la fin. Et ça peut être chèvre chaud, hein, si tu veux. Bah écoute, moi, j'ai pas le temps là. La vidéo est trop longue, j'ai pas le temps. Du coup, moi, j'avais enchaîné sur une vidéo dégustation. Sur YouTube, c'est Culten Click, voilà, c'est sur TikTok, on fait des reacts à comment on mange, comment il est le chèvre chaud et tout. Voilà, la vidéo est trop longue, hein, j'ai pas le temps. Hein, moi, je vais trop Est-ce que c'est un chèvre chaud du jardin? C'est important. Cet ami qu'on a tous qui est différent, moi, c'est mon ami. Je veux rien voir, hein, sinon je modérerai les propos. Hein. C'est mon pote. Mais qu'est-ce qu'on se marre sur les vidéos news quoi. Des bisous à tous. Aussi, hein. Ciao, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo dégustation. N'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description pour les produits, vraiment, les produits du terroir qu'on a fait en critique pendant toute la vidéo. Des bisous à tous et pour ceux qui ne vont pas regarder dans la description, nous ne mettrons pas de lien évidemment. Des bisous et merci. Et je sais qu'une vidéo sur 2, je me trompe de nom, mais merci aux tipeurs, parce que je dis souvent l'autre site. Merci aux tipeurs, puisque typiquement ce soir, là je prends 2 secondes le sérieux parce que c'est entièrement vrai, sans les tipeurs, il n'y aurait pas eu le record de ce soir. Parce que la pub ne paye pas tout le fonctionnement de la chaîne. Donc merci à eux. Des bisous, on se retrouve très vite et à bientôt. Ciao ciao.